Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du format court du podcast Running Knowledge présenté par Éric de la Sablière et moi-même. Aujourd'hui, c'est que moi qui présente. Demain, ça sera sûrement lui. Une fois par semaine, on va faire un podcast format long avec des invités, des interviews. Donc, je vous rappelle, le défi, c'est un podcast format court par jour et un format long par semaine. Ce podcast est soutenu par Chokenami, ok, vêtements lifestyle des arts martiaux. Clean Hugs, une marque de produits d'hygiène autour de l'entraînement avec un super design et une super équipe. SD Nutrition qui nous soutient pour les suppléments. Et notre nouveau sponsor, Viking Revolution, pour les produits d'entretien de la barbe, de rasage, etc. Allez checker, il y a le lien sur chacun des posts. Aujourd'hui, un nouveau thème. Le thème aujourd'hui, c'est comment regarder un combat. Comment regarder un combat de l'UFC, du Bellator, des combats de Jiu-Jitsu brésilien, etc. Et d'en tirer un maximum d'expérience. Car effectivement, c'est du matériel d'analyse. Ça fait partie de nos jours. Tout ce qui est tous les supports digitaux sont du matériel d'évolution. Donc, au même titre que la visualisation fait évoluer notre jeu, donc s'imaginer faire des techniques, etc. Il y a eu beaucoup d'études qui ont montré qu'une image, un mouvement imaginé, notre corps ne fait pas la différence entre un mouvement imaginé et un mouvement fait. D'accord? Bien sûr, il va avoir un plus fort ancrage puisque quand il est fait, on ressent avec tous nos sens le mouvement. Mais quand on l'imagine aussi, notre système nerveux est stimulé. On a même vu sur des expériences sur des astronautes que quand ils s'imaginaient faire un mouvement de musculation, la déperdition au niveau de la masse musculaire et de la densité osseuse était moindre. Donc si on utilise les deux, la visualisation et faire le mouvement, on augmente la capacité d'assimilation et de maîtrise du mouvement et la vitesse aussi de maîtrise du mouvement. Dans le reportage de Mike Musumeci sur Flow Grappling, vous pouvez voir qu'il utilise la visualisation, les drills conscients, la visualisation consciente, mais aussi lorsqu'il tourne, il est, comme il dit, au stade de l'inconscient, du subconscient, et il se filme tourner, faire du combattre. Et ainsi, il se voit tourner de manière inconsciente, ça rentre dans son conscient et il entretient cette boucle-là. Donc, quand vous regardez un combat, ça a un effet direct sur votre pratique. On peut voir par exemple avec les jeunes combattants, les nouvelles générations, même quand ils jouent à des jeux type UFC, etc., ils connaissent déjà les techniques, ils arrivent à les refaire, pas aussi précisément, pas avec le même timing, mais ça les éduque. Donc ça a bien un impact sur notre approche du game. Comment regarder donc un combat? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est d'étudier un petit peu si on a des images des entraînements. Parfois, bien sûr, les entraînements sont un petit peu mis en scène pour être spectaculaires, mais on peut quand même voir certaines habitudes, certaines tendances de l'adversaire. Les bookmakers qui font des paris sur les combats de boxe anglaise ont un système d'analyse très complet, post-fight, pré-fight des combattants, des boxeurs. Donc, j'utilise un peu la même méthode pour analyser des combats que je vais vous présenter. Donc, n'hésitez pas à regarder un maximum s'il y a un style qui vous convient. Par exemple, on va dire un adversaire, un combattant qui combat en longue distance avec un style particulier et vous voudriez utiliser sa méthode, incorporer quelques-uns de ces stratégies, de ces systèmes d'entraînement dans votre manière de vous entraîner, dans votre routine. Regardez ces entraînements et regardez ces combats. Les combats sont vraiment intéressants parce que on voit tout de suite ce qui est maîtrisé, ce qui n'est pas maîtrisé. Et on voit donc l'aspect psychologique, on voit l'aspect technico-tactique et l'aspect physique. Et aussi, j'ai envie de dire, l'aspect dans l'espace. D'accord? C'est-à-dire la gestion de l'espace, de l'octogone ou du ring ou du tatami. Euh, Ce qui va être intéressant, c'est d'abord de regarder les placements, les distances. On regarde sur les rounds les distances. Comment l'adversaire se place, comment le combattant se place, à quelle distance de son adversaire et pourquoi et à quelle distance il déclenche telle action. Est-ce que dans la mi-distance, il est plus contreur? Est-ce que dans la longue distance, il est plus attaquant? Ou dans la courte distance? Je vais donner un exemple. Conor McGregor passe de la moyenne distance à la longue distance. C'est-à-dire qu'il attend que son adversaire se rapproche de lui à une distance d'un pas pour pouvoir reculer et le contrer ou l'intercepter entre la courte, c'est la distance où j'ai pas besoin de pas,
et la distance et la mi-distance, la distance où j'ai besoin d'un pas, pour le contrer. Il contre entre ces deux distances-là. Euh, Ça, c'est un facteur. Donc, évaluer les distances, évaluer les déplacements, les changements de garde, les placements, vont nous permettre d'analyser et de trouver un petit peu des habitudes, des sortes de tics, des, euh, des cycles qui se répètent, qu'on va pouvoir identifier et qui vont nous permettre de comprendre en profondeur le style d'un combattant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est toutes ces mimiques, toute cette gestuelle qu'on peut retrouver notamment dans les sports de combat à la touche, c'est-à-dire et au point, comme le karaté light contact et tous les systèmes de point fighting sont très intéressants car souvent les combattants sont à longue distance, ils doivent faire beaucoup de feintes pour pouvoir toucher et ressortir sans se faire toucher. Donc ils doivent, pour franchir le gouffre, faire beaucoup de feintes et ils ont un système de feintes très très développé. On a pu voir par exemple Conor McGregor et d'autres combattants tels que Machida dans ses grands moments, utiliser ce type et les frères Pitbull s'entraîner avec des karatékas pour pouvoir maîtriser cette, pardon, cette cassure de distance et ces petites feintes, ce langage corporel. En fait, tous ces petits mouvements, ces micro-mouvements vont induire l'adversaire en erreur, lui donner beaucoup de, de signaux pour l'emmener en erreur et l'amener là où on a envie. C'est une forme de cadrage, c'est une forme de manipulation de l'adversaire. Super important. On le voit beaucoup avec certains combattants comme Senshai. Enfin, certains combattants, surtout les plus complets, utilisent beaucoup cette gestuelle pour amener l'adversaire dans l'erreur. Donc, on peut voir les déplacements, on peut voir les feintes, ok. On peut regarder aussi le timing, donc le timing et le rythme des attaques. Regardez si l'adversaire est plus en contre-attaque ou en attaque, le combattant, pardon. À quel moment et quel style d'attaque il sélectionne quand il est en contre-attaque, quel style d'attaque il sélectionne quand il est en attaque. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça nous permet vraiment de comprendre la stratégie de l'adversaire et ça nous permet aussi de voir ce qu'on pourrait prendre, des pièces de puzzle qu'on pourrait rajouter dans notre style pour les implémenter dans notre système. Euh, on peut aussi voir la condition physique, mais pas que ça, parce qu'on ne peut pas vraiment voir comment le combattant s'entraîne, à part certains combattants documentent très bien leur programme d'entraînement, mais on ne sait pas vraiment exactement ce qu'ils font, leur charge de travail, etc. Par contre, ce qu'on peut voir directement, c'est leur manière de gérer leur cardio. D'accord? Est-ce qu'ils ont un bon cardio quand ils sont en attaque ou alors quand ils sont oppressés? Un combattant qui est oppressé mais qui garde quand même un bon cardio, c'est souvent signe d'une très très bonne base physique. S'il a un bon cardio que quand il est dominant, ça peut être problématique. Donc on peut regarder ça. On peut regarder aussi sa force isométrique, sa force de préhension. Est-ce qu'il est très fort dans les phases de lutte? Est-ce qu'il est endurant et fort dans ses phases de lutte? Est-ce qu'il est très explosif sur ses jambes, sur ses bras, décontracté, fluide? Est-ce qu'il passe d'un mouvement à l'autre rapidement, de manière souple, d'un niveau à l'autre, sans en mettre beaucoup de temps? Est-ce qu'il arrive à sortir de techniques ou de position au sol de manière souple, son amplitude gestuelle au sol dans des angles restreints, contre la cage, générer de la force dans des très courts espaces? Tous ces points vont nous permettre de comprendre, de connaître un combattant et vont nous permettre d'analyser le combat et d'avoir des clés sur l'analyse de combat. C'est pas seulement ce qu'on peut voir dans les codes qu'on donne ou ce que les médias peuvent nous mettre en avant, l'aspect spectaculaire. Parfois, un combat va se jouer sur des très très petits détails, d'accord, techniques. Je donne l'exemple du combat récent de Conor McGregor contre Donald Cerrone. Le fait que Donald Cerrone soit un peu plus grand que Conor, mais que Conor ait une allonge un peu plus grande, un peu plus allongée, a facilité le fait que Conor pouvait le contrer plus facilement avec ses points. Ok. Et ça a fait aussi qu'au corps à corps, en courte distance, donc au corps à corps, la tête de Donald Cerrone était un peu plus haute que celle de Conor, ce qui lui a permis d'avoir plus d'amplitude pour toucher son orbite et son nez. Ces facteurs-là vont nous permettre de comprendre pourquoi un combattant peut générer autant de puissance autant de dégâts et faire autant de dégâts dans tel compartiment du combat.
On peut voir aussi, par exemple, l'exemple de Khabib. Khabib, très intéressant. C'est un exemple très intéressant. Il n'explose pas beaucoup. Par contre, il a un bon cardio quand il domine le combat, quand il arrive à asphyxier son adversaire. On peut regarder la manière dont il se place dans la cage. Il fait subir son poids à son adversaire contre la cage. Ça fait que limite, il se repose et son adversaire est toujours en train de soutenir non seulement son poids, mais en plus le poids de Khabib. Ce qui fait qu'il se fatigue limite 2 fois plus. Bon, je dis 2 fois plus, c'est pas vraiment mathématique, mais il se fatigue plus. Et ça nous donne des explications sur comment Khabib fait pour fatiguer ses adversaires, comme il dit, les smasher, les fatiguer et ensuite les dominer. Un autre combattant qui est vraiment intéressant, qui me permet de vraiment illustrer cette méthode d'analyse, c'est Israël Adesanya. Ce qu'on peut voir, c'est quand il penche sa tête en avant, alors que ses appuis sont assez loin, pour faire croire à son adversaire qu'il est très proche. Ça nous permet de comprendre, ok, sa gestion de la distance et ce piège qu'il tend, ce trap qu'il tend à ses adversaires pour les déclencher. Il a souvent les mains un peu basses pour pouvoir frapper du bas vers le haut. Ça aussi, c'est intéressant. Le fait que la frappe parte du bas vers le haut, le cerveau analyse après tout ce qui ne vient pas de face. D'accord? D'abord, on prend ce qui vient de face, ensuite des côtés, ensuite d'en dessous les frappes ascendantes et les frappes descendantes. Mais d'abord, tout ce qui est sur cette ligne-là, en gros. Ok? Donc, quand la garde est un peu basse, on est un peu moins couvert. Mais si on a un bon temps de réaction, un bon timing, une bonne gestuelle, on va pouvoir être plus imprévisible. On peut voir ce filichel que Mayweather utilise. Ça, c'était plus pour le striking. J'ai parlé un petit peu pour la lutte de Khabib, mais on peut aller un peu plus loin. Les changements de niveau, on peut les retrouver en pied-point, dans le striking, tête, corps, tête, ou alors frappe aux jambes, remontée au visage, etc. On a vu les changements de distance, mais il y a aussi les changements de niveau en lutte. Une attaque en jambes, donc souvent quand je donne des cours, je sépare le corps en plusieurs parties. Des chevilles aux genoux, les attaques qui se placent du genou à la hanche, des hanches aux épaules, et avec des saisies sur les membres supérieurs, que ce soit sur les jambes, les membres inférieurs, et sur les membres supérieurs, des poignets jusqu'à la tête. Toute cette chaîne-là. D'accord? Et on peut analyser les enchaînements, donc le chain wrestling, la lutte en chaîne, d'un combattant qui va varier ses attaques dans les jambes pour ensuite remonter en body lock en attaque au corps et ensuite remonter sur une attaque sur le tronc, sur la partie supérieure, épaule, tête, pour amener au sol. Khabib le fait souvent, les combattants de l'Est le font souvent. Et c'est une manière intéressante d'amener le clinch, d'attaquer dans les jambes, sachant que beaucoup de combattants de MMA sont des très très bons sprawlers et défendent très bien les jambes. Quand ils défendent les jambes, ils ouvrent la partie supérieure du corps et ça nous donne l'opportunité, d'attaquer sur le haut du corps, d'ouvrir des contrôles, coller contre la cage et peut-être amener au sol par un contrôle sur les membres supérieurs. Donc, on a dit, on peut analyser les placements et les déplacements. On peut analyser le timing, la vitesse et le rythme. On peut analyser aussi les différentes distances d'attaque. On peut analyser aussi les changements de niveau. Enfin, la condition physique, enfin la gestion de l'énergie en attaque ou en défense, ou même parfois à l'arrêt. On peut voir aussi le placement dans la cage, favori. Par exemple, Tyron Woodley aimait bien se faire acculer dans la cage, reculer, ok, presque dos à la cage pour pouvoir déclencher son right overhand, son large crochet du droit, qui a mis KO plusieurs de ses adversaires avec cette technique-là. Donc, en fait, en reculant, il donnait l'impression à ses adversaires de se faire cadrer. Il donne l'impression à ses adversaires de se faire cadrer. Alors qu'en fait, en reculant, comme il sait qu'ils vont le suivre, c'est lui qui les cadre de manière un petit peu en allant en arrière. Mais en fait, il cadre ses adversaires. Il les amène là où lui, il a envie d'aller. Ok? Il limite un peu leur champ de vision. Tous ces points-là nous permettent de comprendre une stratégie, une approche. Ça, c'était pour le combattant. Il y a aussi l'attitude, la gestuelle, toutes ces petites feintes, toutes ces mimiques, mais aussi la gestuelle, la manière de gérer un impact au foie ou au visage, sa manière de récupérer, regarder comment il place ses appuis, s'il s'éloigne de l'adversaire, s'il monte les mains, s'il se tend, s'il se détend, etc. Tous ces points-là nous permettent de comprendre la stratégie et le déroulement d'un combat de manière beaucoup plus précise.
Il y a aussi les conseils du coach entre les rounds. Comment même pendant le combat, comment les coachs, le coin du combattant, le coach, sont les choix des mots qu'ils lui disent. Est-ce qu'ils ont un code, un système de code comme Cus D'Amato avait, ou alors ils lui disent vraiment plein d'informations, ils lui donnent plein d'informations. Ça peut être aussi juste des informations très courtes qui vont laisser l'instinct du combattant s'exprimer. D'accord? Tourne sur ta droite, ils ne lui disent pas exactement ce qu'il doit faire, ou alors ils vont lui prévenir de ce qu'ils voient de l'adversaire, des préparations d'attaque de l'adversaire pour que leur combattant soit prêt. Tout ça est vraiment intéressant. Le langage, j'aime beaucoup regarder le langage corporel, mais il peut nous induire en erreur. Il y a plein de sciences qui analysent ça, mais au final, l'expression technico-tactique et la gestion de l'énergie nous permettent vraiment de comprendre un combat. Pourquoi il faut analyser les combats? Parce que le MMA évolue perpétuellement, tout le temps. Il est tout le temps en train d'évoluer. Ça nous permet de nous maintenir à la page. Ok? Pas que le MMA, la lutte, la lutte à livrer, le grappling, le jiu-jitsu brésilien, le judo. Les changements, au fur et à mesure du temps, sont de plus en plus subtils. Ils sont limite de l'ordre de l'invisible. C'est plus au niveau de l'imperceptible, c'est plus au niveau du timing, plus au niveau du rythme que les différences se font. Sur des micro-grips comme Rickson Gracie dit pour le jiu-jitsu invisible, des saisies particulières, des contrôles, une séquence particulière de contrôles d'articulation ou des contrôles du matériel, du kimono, de la cheville au genou jusqu'à la hanche. Ok, le placement du poids du corps, est-ce que le combattant est sur la pointe du pied ou alors il est sur les talons? Tous ces éléments nous permettent de voir comment un adversaire gagne, de donner un petit peu une explication au chaos qu'est le combat et de trouver l'équation, même si on n'aura jamais la réponse totale, de la victoire. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'un combattant gagne? Qu'est-ce qui va faire qu'un autre combattant ne gagne pas? Il n'y a pas que le travail. Ça, le fait tu travailles plus, tu mets plus de chances de ton côté, c'est vrai. Il y a aussi le talent. On pourra en reparler dans un autre podcast. Je vous conseille le livre Code of Talent qui parle de ça. Mais il y a surtout une attitude, une approche psychologique du groupe, du staff, la stratégie, une approche de l'entraînement, mais aussi une attitude à avoir dans le combat. Regardez ça quand vous allez regarder des combats sur des combattants qui survolent le lot. Les John Jones, Saladin Parnasse et plein d'autres combattants. Conor, Khabib. Essayez de trouver un point commun entre tous ces combattants dans leur attitude, dans leur approche du combat, dans les moments difficiles, dans les moments plus faciles, etc. Aussi dans leur gestion de l'entraînement. Il y a des points communs. Et ces points communs, ces points universels, sont souvent les facteurs déterminants réels de la victoire ou de la défaite. C'est souvent dans l'attitude. Toute cette gestuelle, tout ce temps de réaction va être exprimé que si l'attitude mentale et physique est en accord avec la victoire. Même si on s'entraîne beaucoup, mais que notre attitude mentale et physique, notre approche n'est pas en adéquation avec la victoire ou alors avec la manière de gagner qui est prérequise pour pouvoir surmonter un adversaire, on risque de perdre, même si on est meilleur. Ou alors, il faut déterminer quel état d'esprit, quel état mental et physique est le plus amène à nous amener à la victoire, à exprimer notre talent. Est-ce que vous avez besoin d'être un combattant agressif, une approche agressive, très concentrée, très calme, ou plus décontracté, mentalement, physiquement? Ces points-là, donc d'analyse de tous les combattants, vous allez pouvoir analyser, les garder, pourquoi pas les noter. Et quand vous arrivez à des phases de plateau, d'évolution, ou alors des moments où vous n'arrivez pas à surmonter une phase, parce qu'il y a une question, une problématique, un type d'adversaire que vous n'arrivez pas à battre ou à surmonter, vous allez regarder vos notes, vous allez regarder ces combats. Je vous invite à regarder, par exemple, vous avez des problèmes contre les gauchers, très rapides avec un très très bon cardio et rapide. Regardez
comment d'autres adversaires qui ont le même profil que vous ou proche du vôtre ont réussi à surmonter ce type d'adversaire. Et là, vous allez pouvoir déterminer, prendre 1 ou 2 points, pas tout, et l'ajouter dans votre jeu pour pouvoir bénéficier de l'expérience des autres dans votre expérience. Un conseil, quand vous allez faire ça, essayez d'avoir 1 ou 2 pratiques dans la semaine qui sont un peu plus libres, de type laboratoire, comme disait Yassine Wakil, de type laboratoire, où vous allez pouvoir expérimenter des nouvelles méthodes d'entraînement, d'accord, de manière libre, plus en dehors de la compétition, en dehors de préparation d'un combat. Filmez-vous et voyez comment vous réagissez avec ces nouvelles méthodes, avec ces partenaires qui vous posaient problème d'habitude. Et comme ça, vous allez pouvoir vous évaluer et progresser, avoir de plus en plus de critères objectifs pour pouvoir progresser. Donc, pour finir, l'analyse de combat est vraiment un devoir pour les combattants de nos jours pour pouvoir évoluer plus rapidement et à bénéficier de l'expérience des autres. C'est comme un livre. Quand on lit, on bénéficie de l'expérience de la personne qui a écrit ou qui a fait telle recherche et qui a écrit ce livre. Bah, c'est la même chose avec les combats. Quand vous regardez un combat, ne le regardez pas que comme fan d'un combattant, à moins que vous soyez fan déclaré, et ça c'est très bien aussi. Mais ne soyez pas juste consommateur. Analysez, soyez des étudiants du game, prenez des détails, regardez les déplacements, les placements, la gestion de l'énergie, la gestion de la cage, de la surface de combat, comme l'attitude, enfin tous les points que j'ai pu donner avant. Notez-les, 1 ou 2, juste 3. À chaque fois que vous regardez un combat, prenez l'habitude de noter sur un petit carnet 3 points, juste 3 points. Et de temps en temps, vous allez relire ça. Et quand vous arrivez à un problème ou que vous voulez, vous commencez à tourner en rond et stagner, rajoutez un de ces points-là. Et dites-vous, est-ce que moi j'ai ça? Est-ce que j'utilise ça? Est-ce que ça peut m'être utile? D'accord? Sans changer tout votre style, juste en rajoutant ça. Un tel ou tel point. Ça peut vous aider. Donc, je vous encourage, regardez les combats, analysez un maximum, prenez 1 heure, 2 heures et notez, analysez, soyez intentionnel dans votre analyse, choisissez des combats spécifiques qui peuvent vous être utiles. N'hésitez pas aussi à regarder des combats anciens parce qu'il se faisait déjà de très très belles choses avant. Je vous donne un exemple, Bas Rutten disait qu'il y avait très peu de KO au foie, au corps, avec les frappes au corps, au sol, au foie. Et on en a vu de plus en plus ces dernières années. Et ça se faisait déjà il y a très longtemps, enfin il y a assez longtemps dans les ligues de Pancrace. Donc c'est quelque chose qu'on voit ressurgir maintenant et qui est intéressant. Un dernier point encore, regardez d'autres arts martiaux et d'autres sports de combat. Même ceux que vous pensez qui ne peuvent pas fonctionner. Par exemple, le système de point fighting, le système de karaté au point, on fait surgir des combattants très très forts tels que Machida, euh, Stephen Thompson et plein d'autres, des combattants du Glory qui ont fait le transfus du point fighting au Glory et qui sont devenus très très forts avec leur gestion de la distance. Donc regardez d'autres sports parce que bientôt il y a des modes et parfois il y a des arts martiaux qui se révèlent ou des combattants de styles différents qui se révèlent grâce à des techniques différentes qu'ils maîtrisent très très bien et que la plupart des autres combattants n'utilisent pas. Et donc ils montrent une faille. Et ensuite, ben, la masse prend connaissance de ça et rajoute ce système dans leur méthode d'entraînement. On avait pu voir à l'époque le clinch avec la chute box. Après, toujours, tout le monde l'a rajouté. Maintenant, on a vu ces dernières années les clés de cheville. Là, tout le monde les rajoute. Essayez d'être en avance sur ce qui va se faire demain. Analysez avec les différents points que je vous ai donnés. N'hésitez pas à me faire partager vos points d'analyse, vos angles et vos points de vue sur les combats. Et on se voit pour un prochain podcast. Os.